comme la famille, les collectivités, la justice. Son champ d'action est donc évidemment beaucoup plus large. Nous sommes inquiets de voir que votre niveau d'exigence pour les fiches de poste soit si bas. Notre groupe, évidemment, ne s'opposera pas à cette délibération. Car la prévention est à l'arrêt dans notre ville depuis 7 mois. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir repartir sur un projet de prévention actif et efficace à Conflans. Nous voterons donc pour cette délibération malgré les énormes réserves que nous venons de mentionner. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je vais donner à chacun des éléments de réponse. Alors, tout d'abord, merci pour le fait de saluer l'initiative de cette convention avec un partenaire associatif. Sur les effectifs, pour être un peu plus précis, donc il y aura 3 postes à 100% sur le terrain, et le poste de directeur sera mutualisé avec d'autres collectivités. Sur le profil, ensuite, et ça rejoint la question de la formation de M. Garcia, ça me permet de répondre à votre intervention aussi, M. Litière. La priorité, c'est d'avoir 3 profils d'éducateurs spécialisés. C'est ce qui a été spécifié, diplômé d'État, c'est ce qui a été spécifié auprès de la sauvegarde des Yvelines. Simplement, dans le cadre des échanges que nous avons eus, la sauvegarde des Yvelines nous a indiqué qu'il y avait en ce moment de grandes difficultés de recrutement en matière d'éducateurs spécialisés. Donc ils avaient du mal à trouver, parce que c'est une association, vous l'avez dit, qui intervient au niveau national, qui intervient aussi beaucoup déjà au niveau départemental. C'est un acteur qui est déjà implanté dans le 78. Et donc il nous a été indiqué les énormes difficultés de recrutement dans le secteur, et donc c'est la raison pour laquelle, si toutefois il ne parvenait pas à recruter 3 éducateurs spécialisés, il serait contraint de recruter un éducateur spécialisé et 2 animateurs socioculturels si toutefois il ne parvenait pas à les trouver. Il s'assurerait ensuite derrière d'assurer leur formation, une formation diplômante pour être ensuite éducateur spécialisé. Sur le montant de la subvention, qui est une question de M. Garcia, alors on ne l'a pas spécifié dans la convention parce que ça repose beaucoup justement sur le recrutement. Pour rappel, c'est précisément parce que Equalis n'avait pas su recruter un 3e éducateur qu'on était resté à une subvention qui a assuré uniquement le coût de 2 éducateurs à l'époque. Si toutefois les objectifs en termes de postes sont atteints, donc à savoir 3 postes à 100% sur le terrain et ce directeur mutualisé, on tablerait sur une estimation de subvention autour de 195 000 € par an. Le dernier point sur l'augmentation des moyens, alors d'abord préciser sur le plan d'action jeunesse et citoyenneté que bien sûr la sauvegarde des Yvelines participera au COPIL jeunesse et citoyenneté qui a été mis en place à la suite de la mise en place du plan, important de le préciser. Ensuite sur les moyens, écoutez, la ville fait le maximum avec les moyens que nous avons. Pour rappel, on est passé de 10 éducateurs à 2 éducateurs. Ensuite, nous avons fait la décision de créer un poste supplémentaire avec un 3e poste d'éducateur. Moi, j'ai pas forcément toutes les informations que vous avez. Moi, j'ai pas de. Honnêtement, si vous dites que c'est 6 postes, je vois pas sur le de quoi c'est 6 postes. Moi, j'ai pas de. Pourtant, j'ai quelques agents à disposition d'un service d'action sociale qui ont déjà avancé, qui a besoin de 6 postes sur Conflans. Du reste, et puisque M. Garcia l'évoquait en introduction de son propos, et c'était bien de le dire aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle les émeutes, alors je porte un euphémisme tout de suite à ce terme, puisque moi j'ai pas connu d'émeutes à Conflans-Sainte-Honorine, nous sommes toutes quelques actes isolés d'incendie de véhicules, d'incendie de poubelles, d'incendie de maison de quartier, en l'occurrence c'est de Troche. Quand je me regarde, je me fais peur, mais quand je me compare, je me rassure. C'est-à-dire qu'en regardant la situation dans des villes voisines, pas très loin, Achères, Herblay, Pontoise, Poissy, la situation dans les autres communes aux alentours a été beaucoup plus alarmante qu'elle ne l'a été à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, alors je le dis tout en assumant le fait, encore une fois ce soir, que cette prévention spécialisée, elle est nécessaire, elle est indispensable, et c'est pour ça qu'on propose cette convention. Je tiens. Merci pour ces éléments de réponse, monsieur le maire, très précis. Je ne veux pas être alarmiste quand je parle de 6 postes. Effectivement, il ne s'agit pas de mettre en place un nombre de postes qui correspondrait à un nombre d'incivilités. Il faut s'éloigner de ce raisonnement-là. La prévention spécialisée, elle correspond à la gestion de cas très particuliers, à des dossiers qu'il faut gérer en profondeur, avec notamment des interventions auprès de différents acteurs. Et c'est à ce titre que j'estime que les 6 postes permettraient de répondre à tous les besoins qu'on rencontre sur l'intégralité de Conflans. Mais je ne pèse pas les 6 postes à l'aune des incivilités, des pseudo-émeutes qu'il y a eu la semaine dernière. Merci pour votre intervention. On passe au vote de cette délibération numéro 2, donc sur l'approbation de la convention avec la sauvegarde des Yvelines. Qui est contre?
s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Nous poursuivons avec la délibération numéro 3 sur les services techniques et l'approbation et la signature d'une convention relative aux travaux d'encapsulage de l'amiante avec la société Thales. Je vais laisser la parole à mon adjoint délégué au bâtiment pour réclusion pour la présentation. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En tant que propriétaire des locaux du bâtiment situé aux 5 rue du Clos d'en Haut, zone artisanale du renouveau, la commune a fait réaliser un diagnostic technique amiante le 12 mai 2022. Les conclusions du diagnostic ont fait apparaître la présence d'amiante dans un état de dégradation avancée au niveau des dalles de sol situées au rez-de-chaussée de l'établissement sur une surface d'environ 120 m². En concertation avec la société Thales, il a été décidé de réaliser des travaux d'encapsulage de sol afin que la non-conformité soulignée par le rapport puisse être levée. La présente convention a donc pour objet d'autoriser ces travaux et d'en fixer les modalités techniques, organisationnelles et financières entre le propriétaire et le preneur. L'ensemble des travaux et des prestations représentent un montant d'environ 38 000 €. La société Thales participera, elle, à hauteur de 4 800 €. Je vous demanderai d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Merci Jean-Jacques. Monsieur Rosenfeld. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs. Un rapide commentaire sur cette délibération. Notre groupe, Ensemble pour Conflans, connaît bien cette adresse du 5 rue du Clos d'en Haut. Nous y mettons certainement plus les pieds que nous souhaitons, puisqu'il s'agit précisément de l'adresse où se trouve la boîte aux lettres des élus de l'opposition, ainsi que le local mis à disposition pour nos réunions partagées avec le groupe d'opposition ici Conflans. Donc, en plus d'avoir envoyé une membre de notre groupe à 2 km de l'hôtel de ville pour aller récupérer nos courriers, notre passage en opposition nous a aussi valu en prime les joies d'aller respirer de la viande. Monsieur le maire, nous vous remercions de votre délicate attention. Plus sérieusement, nous nous inquiétons pour le personnel de la mairie qui a pu être confronté à ces problèmes d'amiante depuis plusieurs années et souhaiterions savoir si des mesures sanitaires ont été prises pour s'assurer de l'état de santé de chaque collaborateur. Nous voterons bien sûr pour cette délibération qui revêt un caractère d'urgence. Oui, merci Monsieur Rosenfeld pour votre intervention. On était bien sur le bâtiment Thales de cette zone du renouveau, pas sur les bâtiments municipaux. Donc il n'y a pas d'amiante dans les locaux où l'exposition est installée et où les parties des services de la ville d'ailleurs sont installées. On était bien sur la partie Thales du bâtiment. Nous passons au vote sur cette délibération numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. On va peut-être faire un enchaîne là. Unanimité sur les trois premières délibérations. On poursuit avec la délibération numéro 4. Je ne ferai pas trop. En doute. Avec GPSCO et l'avis sur le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement qu'elle va nous présenter dans l'environnement Champeux. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Dans le cadre de l'application du droit européen des grandes agglomérations dont la communauté urbaine doit se doter d'une carte stratégique du bruit et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE. Le PPBE de la communauté urbaine de GPSO a été adopté le 6 avril 2023. Il a pour objectif d'optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions engagées afin d'améliorer les situations critiques et préserver la qualité des endroits remarquables. Ce plan énonce notamment les actions passées et prévues par les différentes instances décisionnelles qui réalisent leur propre plan d'action. La CUGPSO s'engage également à réaliser des actions en collaboration avec les communes sur les thématiques suivantes: la recherche la réduction des nuisances sonores, la favorisation de l'évolution du territoire vers un environnement sonore maîtrisé, la définition et la préservation des zones calmes, la sensibilisation et l'information sur le bruit à destination des communes et des administrés à l'aide des cartes de bruit et de mesures terrain à l'aide de capteurs qui seront acquis par GPS et La commune doit aujourd'hui rendre un avis sur ce plan de prévention du bruit. Je vous propose d'émettre un avis positif, mais avec un certain nombre de réserves. Il s'agit d'une part de pallier à un certain nombre d'oublis et de prendre en compte notamment dans ce PPBE pour la prévention des espaces calmes et zones de ressourcement
les parcs, jardins et cimetières publics de la ville, l'île de Vaux-de-Vent, ainsi que le quai de Gaillon et sa promenade en rive de Seine. Dans la liste des caractéristiques, dans la liste des zones à enjeux routiers, il s'agit de prendre en compte la RN 184 qui n'était pas prise en compte dans ce PPBE, la RD 203, la RD 48 allant des quais depuis Andrézy au quartier de Geneviève en passant par le centre-ville rue Maurice Berthaud, ainsi que la RD 30 et la RD 31, tout le réseau départemental et national qui n'était pas pris en compte jusqu'alors dans le PPBE. Et puis il s'agit aussi, cela me semble important, d'insister sur deux enjeux majeurs pour la ville de Conflans et ses habitants sur lesquels la municipalité s'est engagée déjà fortement, c'est-à-dire le projet Cercle-Gisors, et demander à ce que le PPBE fasse compte d'une plus grande vigilance au suivi et la mise en place des mesures compensatoires supplémentaires annoncées par le ministère des Transports et SNCF Réseau pour protéger les riverains, de même que les établissements recevant du public, avec donc par rapport au bruit engendré par les wagons de marchandises qui vont être mis en circulation sur Cercle-Gisors. Ainsi, deuxième chose, que la mise en place, la demande de la mise en place dans les meilleurs délais, 24 heures sur 24, de la procédure dite de descente continue pour les nuisances aériennes à l'approche de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Donc deux sujets qui ont fait déjà l'objet de vœux en ce conseil et des vœux dont nous proposons de faire le relais au sein du PPBE. Je vous remercie. Merci Charles. Madame Guillaume, vous êtes intervenir. Merci. Bonjour à tous. Oui, hormis effectivement ce rajout que vous voulez effectivement apporter pour la descente douce des avions, ça nous paraît quelque chose d'absolument essentiel. Nous étions étonnés par rapport à ce plan, par l'absence de la pollution sonore émise par le trafic aérien, qui est très dense au-dessus de notre intercommunalité, et plus précisément de notre ville. Hormis l'impact très localisé de l'aérodrome civil des Mureaux, nous pensons Conflans-Sainte-Honorine dans une situation critique et aurait mérité d'être gérée à l'occasion de cette étude EPBBE. Comment une étude sur la pollution sonore a-t-elle pu faire abstraction du trafic aérien? Elle ne figure nulle part dans le rapport. Parler de devoir intégrer, entre autres, le quai de Gaillon comme un espace blanc, c'était la chose impossible au vu de ce trafic. Je parle en connaissance de cause, vu que j'y habite. Nous déplorons que cette consultation, sauf erreur de notre part, est introuvable sur le site internet de Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce un oubli? Il est fort regrettable que les Conflanais n'aient pas eu la possibilité, par manque d'information et d'accès, de participer à cette consultation qui se terminait aujourd'hui même. Plus largement, n'y a-t-il pas un projet de PPBE alliant GPSO et d'autres intercommunalités également impactées comme Ville-Paris, etc. Merci. Merci. Gilles. Merci, monsieur le maire. Donc, nous sommes amenés à donner notre avis sur le projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement de GPSO. Et comme l'a dit ma collègue, ce plan est bienvenu car les nuisances et les pollutions sonores sont de plus en plus nombreuses et peuvent avoir des effets sur l'audition ou sur le sommeil de nos concitoyens. Un petit rappel, les deux conseillers communautaires de notre groupe, Mme Sato et moi-même, avons voté favorablement pour ce plan lors du conseil communautaire d'avril dernier. On reste assez surpris pour information que votre fidèle premier adjoint, M. Moukno, s'était lui abstenu sur ce plan, juste pour le noter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr, vous trouverez les détails du vote au conseil communautaire annexe 3 de la présente délibération. Donc revenons à ce plan. Il y a ce que dit ce plan, avec les cartes qui nous sont présentées, qui montrent le niveau de décibels sur chaque axe, et il y a ce qu'il ne dit pas. On voit bien que sur notre route nationale 184 et nos lignes ferroviaires, on a évidemment les principaux émetteurs de bruit. Et d'après les mesures acoustiques réalisées pour l'élaboration des cartes, elles sont largement les plus nombreuses. Et effectivement, je déplore également qu'il n'y ait pas les mesures acoustiques concernant les bruits aériens. A noter qu'un radar avait été posé sur la nationale il y a maintenant quelques années, réduisant les nuisances sonores, et c'est une bonne mesure, monsieur le maire, et je sais que vous y aviez contribué en concertation avec l'État. Nous en remercions. Cependant, nous avons des questions sur ce qui est prévu pour le ferroviaire, qui représente, d'après l'ADEME, la deuxième source de nuisances sonores parmi tous les transports, après le transport routier et devant le transport aérien. Vous nous précisez dans cette délibération,
Je bug. Vous nous précisez dans cette délibération qu'un plan de réduction des bruits ferroviaires est en place avec SNCF Réseau. Nous notons que des travaux ont été entrepris pour plusieurs habitations où la situation était critique, mais nous souhaiterions savoir s'il existe un projet de réalisation d'un mur acoustique ou mur anti-bruit pour la rue de Verdun qui est impactée par une cercle Gisors et la rue de la Chasse. Enfin, monsieur le maire, nous saisissons cette opportunité pour vous interroger sur un autre sujet en lien avec les nuisances sonores. Aujourd'hui, la vitesse est limitée majoritairement à 50 km/h dans cette ville pour les véhicules motorisés. Nous connaissons la position de votre groupe, elle est largement favorable aux toutes voitures, on le déplore, mais on va quand même essayer de vous faire changer d'avis. De nombreuses études soulignent l'impact positif du passage de 30 km/h sur les nuisances sonores. Le CEREMA, mais aussi l'ADEME, une fois de plus, constatent tous les deux des réductions significatives du bruit, avec une réduction de décibels allant de 3 à 5. Ces réductions seraient encore plus importantes dans les mois et les années à venir, avec le développement très important des véhicules électriques, qui font évidemment moins de bruit. Là aussi, monsieur le maire, nous vous attendons toujours sur un plan conséquent de déploiement des bornes de recharge. Sachant que si celles-ci sont encore largement subventionnées, ce ne sera pas le cas dans le futur, et vous paierez encore plus cher un service au Conflannais qui arrivera encore trop tard. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur le fait que l'impact est également positif sur le nombre d'accidents, si on baisse la vitesse. Car ce n'est pas le sujet, mais vous voyez bien, la balance des points positifs penche d'un certain côté, vous ne pouvez pas le nier. En bref, il est question de savoir s'il ne serait pas temps que vous puissiez changer de logiciel pour vous adapter aux réalités de notre ville en généralisant le 30 km/h. Enfin, nous avons bien noté vos réserves à l'approbation du plan et nous soutenons bien entendu vos propositions de bon sens. Vous noterez que ces réserves deviendraient quasiment inutiles avec le passage de 30 km/h. Nous émettrons donc un avis favorable en espérant que vous prendrez, monsieur le maire, vos responsabilités pour réduire de manière durable les nuisances sonores dans notre ville. Je vous remercie. Merci, monsieur Litia. Je prends tous les jours ma responsabilité, soyez rassurés. Charles, quelques éléments de réponse à Mme Guerre et monsieur Litia. Et je compléterai le cas échéant. Oui, quelques éléments de réponse. Déjà sur les limites de ce PPBE, ce qui n'incluait pas, c'est précisément l'objet de cette délibération que d'intégrer justement ce que le PPBE n'intégrait pas et tous ces éléments dont on est bien conscient qui provoquent des nuisances pour la ville de Conflans, nuisances aériennes, nuisances ferroviaires, complètement une insuffisance de prise en compte dans ce PPBE des nuisances causées par Roissy. Alors peut-être que le PPBE a voulu insister sur l'aéroport des Mureaux, l'aérodrome des Mureaux, puisque c'est le seul aérodrome sur son territoire. Ça n'empêche pas que Roissy provoque des nuisances qui sont importantes et il nous a semblé important d'insister là-dessus et de rappeler l'ensemble des éléments l'ensemble du travail qui est fait par la municipalité, monsieur le maire, pour demander notamment la descente douce qui serait une solution à beaucoup de nuisances, en tout cas pour les réduire. Simplement peut-être un point sur l'abstention de M. Moutot, parce que je sais pourquoi il s'est abstenu, c'est justement en lien avec les manquements de ce PPBE. Il regrettait justement que l'ensemble du réseau routier n'ait pas été pris en compte, notamment le réseau départemental, dans ce PPBE, et c'est pour ça qu'il s'était abstenu, et finalement notre vœu ce soir, en tout cas notre délibération ce soir, est un peu le prolongement de son abstention, et il vient souligner cette délibération, elle vient souligner justement les manquements de ce PPBE. Sur le réseau ferroviaire, tu veux que j'en dise deux mots ouais. Alors, sur le réseau ferroviaire, donc le projet Cercle Gisors qui est porté d'ailleurs, monsieur Litter, par l'État pour développer le transport de fret entre Paris et Le Havre en passant par Conflans-Sainte-Honorine. La SNCF s'est toujours limitée à une application stricte de la réglementation et n'a jamais souhaité aller plus loin pour protéger les Conflannais et les habitants des autres communes riveraines de la ligne Cercle Gisors des nuisances. La SNCF s'en est tenue à la réglementation, c'est-à-dire qu'en amont du projet, elle a effectué un certain nombre de simulations pour voir quels allaient être les points impactés au-delà de la réglementation par le passage plus important du fret ferroviaire et a décidé sur ces emplacements pour les riverains concernés de réaliser un certain nombre de mesures anti-bruit. Ça a concerné quelques riverains à Conflans-Sainte-Honorine qui ont bénéficié d'isolation de leur maison,
mais pas de mur anti-bruit, puisque la SNCF a considéré que les simulations ne justifiaient pas la pose d'un tel mur. Dans un deuxième temps, maintenant que le projet est mis en œuvre et que les premiers trains de fret passent, il y a un travail qu'on souhaite réaliser avec la SNCF qui est de faire le point sur les nuisances que subissent les riverains et pour ainsi voir si ces nuisances sont au-delà. C'est des seuils de décibels sur une moyenne pondérée sur l'ensemble de la nuit, etc. C'est des choses très techniques et très compliquées, mais voir si les nuisances qu'ils subissent aujourd'hui vont au-delà de ce qui est autorisé par le droit, et notamment le droit européen. Donc ce travail, on souhaite le réaliser avec la SNCF. On a demandé pour cela à ce que la SNCF pose des micros le long de la voie SNCF, notamment le long de la rue de Verdun, qui est, comme elle est située en virage, qui est la plus à même de provoquer des nuisances et du bruit de la part des trains, en tout cas des bruits importants. On est en attente d'un rendez-vous avec les SNCF sur ce point pour faire le point avec eux sur les éléments qui vont être le résultat des mesures effectuées par micro. Merci Charles. En complément, Madame Guillard, effectivement, on a eu l'information dans le bac sur ce PPPE. En effet, on a tout simplement oublié sur le site. Alors on aurait sans doute été mieux effectivement qu'il y ait au moins une mention en renvoi vers le site devant Paris-Seine-et-Oise. Simplement en complément, parce qu'il y avait la question du mur anti-bruit qui avait été posée, c'est une demande que j'avais faite auprès de la région de France, président de la région de France. Alors vous avez dit oui, puis en fait on n'a pas eu de suite derrière, malgré relance, la conseillère régionale. N'hésitez pas à solliciter la présidente à ce sujet-là. Ensuite, sur la question de la vitesse, alors on est quand même très loin de la politique du tout voiture. Je rappelle qu'on a quand même largement aménagé des zones piétonnes, je pense au moins à la place Soulier, et notamment toute la partie Québec qui est auparavant utilisée par des véhicules automobiles pour le stationnement. Globalement, sur la ville, déjà beaucoup de routes qui sont à 30 à l'heure, à 30 km/h, pour différentes raisons, souvent des raisons de gabarit. Néanmoins, effectivement, je ne vais pas dans le sens d'une généralisation du 30 km/h pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des axes principaux quand même. Je pense à la Lucarno, qui me semble quand même délicat de passer à 30 km/h. Je pense aussi au boulevard du Général de Gaulle, par exemple, bien que déjà bien équipé de ralentisseurs au niveau de ce boulevard. Et puis surtout, les retours d'expérience pour les communes qui ont généralisé 30 km/h sont quand même très 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 mitigés. C'est-à-dire que c'est un bel affichage en entrée de ville, Triel ou à Poissy par exemple, mais en pratique, aucun automobiliste ne respecte cette limitation de vitesse. Donc je suis assez partagé sur cette. Je mets quand même beaucoup de réserve sur cette proposition. Vous allez reprendre la parole, M. Garcia. Juste un petit complément. Un radar à 30, ça existe aussi. Hein, ça flash, il y en a autour de Paris, c'est trop. Mais bon, ça c'est juste sur ce point. Et pour une explication de vote, parce que nous allons nous abstenir, il y a quelque chose dans ce rapport qui fait qu'il est un peu riche de ces silences. C'est une phrase, page 28, qui dit « Les études acoustiques ne doivent pas devenir opposables au projet d'aménagement du territoire ». Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà, il est difficile d'avoir une force un peu exécutoire, un type de plan de ce type, parce que si on trouve que ça fait trop de bruit, de toute façon, ça ne pourra pas entraver le projet qui a été décidé. Et on voit bien que le rapport cautionne le pont d'Achères, qui est présenté comme diminuant le bruit en ville, mais il va en créer, là où il y avait ce qu'on pouvait appeler jusqu'ici une zone plutôt calme, sur l'île de la dérivation. Donc la meilleure solution au bruit, c'est plutôt dans le cadre de ce chantier précis de ne pas construire le pont d'Achères. Donc pour ne pas cautionner notamment ce projet que nous contestons, nous ne pouvons que nous abstenir sur ce document. Merci pour votre explication de vote. On va louper le enchaîne, c'est dommage. Monsieur Thiam. Oui, très rapidement, pour répondre à M. Prélot, sur la responsabilité qu'il renvoie vers l'État, j'ai envie de lui poser une question. Est-ce que le Val d'Oise est en France? Est-ce qu'il est aussi géré par l'État? Bon, on va pas faire ce suspense, oui. Pourquoi à Saint-Paul-le-Mode, pourquoi à Éragny, on arrive à avoir ces résultats? Pourquoi à Conflans, on n'y arrive pas? Vous faites référence, je pense, au fait qu'il y a un mur anti-bruit à Éragny. Oui. Alors, parce que à Éragny, les modélisations informatiques de la part de la SNCF
ont abouti, ont conclu au fait que les riverains proches de la voie à cet endroit-là allaient subir des nuisances supérieures au seuil réglementaire. C'est le choix qui a été celui de la SNCF et qui a été celui de l'État, de dire que les compensations vis-à-vis des riverains, en termes de protection notamment, n'allaient pas aller au-delà des seuils réglementaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les trains, quand même, dégradent la situation et dégradent la qualité de vie des riverains, à partir du moment où cette dégradation n'est pas au-delà des seuils réglementaires, ils ne feront pas l'objet de prescriptions visant à améliorer la qualité de vie. Je vous remercie d'avoir apporté la démonstration que ce n'était pas une insuffisance de l'État, mais bien des seuils qui déterminaient le fait de mettre ou non un mur acoustique. Merci. Oui, c'est ça qui fixe les seuils dedans. Bon. Mais vous savez, vous n'êtes pas toujours obligé de défendre la politique gouvernementale. Hein. Moi, je pense que, au contraire, je pense que la qualité d'un élu local, précisément, c'est de prendre quand même du recul par rapport à tout ça. Et même lorsque. Non, je n'ai pas encore été en affaire avec le gouvernement, monsieur. Enfin, même quand c'est arrivé à l'époque où on avait notre Premier ministre, par exemple, je ne me gênais pas pour critiquer lorsqu'il faut critiquer, je ne me gêne pas non plus pour dire quand c'est bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense qu'il faut à chaque fois quand même prendre beaucoup de recul par rapport au national pour précisément mieux défendre les intérêts locaux et ceux de nos administrés en priorité. On passe au vote de cette délibération numéro 4, qui est contre, qui s'abstient. Donc nous avons, alors attendez, parce que du coup je ne m'y retrouve plus avec tous ces groupes. C'est 7 à 7. Vous allez faire la blague à chaque fois, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? 6 abstentions, qui est pour 33 voix pour. Non, c'est même pas une blague, sincèrement, désolé, je sais pas, j'aurais des problèmes de mémoire. Délibération numéro 5 sur les ressources humaines et la création d'un poste d'assistante médicale. Marie-Claude Royan, adjointe aux ressources humaines, va la présenter. Merci Monsieur le maire et à tous. Dans un contexte de difficulté croissante d'accès aux soins et de tension de la démographie médicale, les pouvoirs publics et l'assistance maladie ainsi que les centres de santé à recruter un assistant médical salarié. L'objectif de ce poste, c'est pour aider en fait les médecins salariés du centre, du CMS, et leur permettre de dégager du temps médical afin d'accueillir davantage de patients, notamment des patients qui ne disposent pas de médecins traitants. Le CMS de Conflans-Sainte-Honorine, sur la base de son activité 2022, est éligible au recrutement et au financement d'au moins un assistant médical, le critère étant que la file active des patients venant au moins une fois par an, soit supérieure à 992 patients par équivalent temps plein de médecin. La CPAM propose une aide dégressive au financement des postes d'assistants médicaux conditionnée à l'augmentation de la patientèle de 5 à 25%. Le centre municipal de santé devrait avoir un objectif de 15% d'augmentation de sa patientèle. Les missions de cet assistant sur le plan administratif, accueil des patients, recueil des informations, gestion du dossier, en liaison avec la consultation prise des constantes, délivrance de tests kits de dépistage, aide aux actes techniques, en lien avec la coordination avec les autres secteurs intervenant dans la prise en charge des patients. Le profil adapté au poste sont ceux de soignants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture ou non-soignants, secrétaires médicales par exemple. Les assistants recrutés devront suivre la formation nécessaire dans les 2 ans qui suivent leur recrutement et obtenir leur diplôme dans les 3 ans. Bien sûr, la formation est à la charge de l'employeur. Actuellement, le CMS peut accueillir un poste d'assistant médical, celui-ci pouvant s'installer dans un bureau vacant en fonction de la journée des patients. Et au vu des textes légaux, il vous est demandé de bien vouloir approuver la création de ce poste d'accident médical à temps complet. Merci. Merci Marie-Claude, il n'y a pas de demande d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Nous
poursuivons avec la délibération numéro 6 qui porte sur la police municipale, plus précisément sur la brigade cynophile et la signature d'une convention de mise à disposition dans le cadre du recrutement d'un deuxième maître chien. Pour rappel, nous avions annoncé il y a quelques années la création d'une brigade cynophile et donc nous avons déjà un premier maître chien et donc nous avons recruté un deuxième maître chien, c'est une bonne chose, et donc dans ce cadre, nous vous est proposé d'approuver les termes d'une convention qui régisse les modalités d'utilisation et de disposition du chien de patrouille de police municipale avec l'agent de police municipale en qualité de maître chien et d'en autoriser la signature. Monsieur Litter, ensuite intervenir. Merci, monsieur le maire. Si ça. C'est bon, il n'y a pas de censure. Bon, je rebondis quand même sur ce que vous venez de dire juste avant. Évidemment, je soutiens la population, les intérêts de confort avant toute chose, et je vais essayer d'ailleurs de vous prouver à travers mon intervention, et j'espère que vous me suivrez. Cette délibération. Cette délibération elle confirme donc le choix de mettre en place une brigade cynophile. Et c'est un bon choix pour notre police municipale. C'est un deuxième poste de maître chien et c'est un bon signe qui est envoyé. Nous nous en félicitons. Cependant, je souhaiterais mettre en perspective cette décision alors même que nous avons besoin de muscler cette police municipale. Lorsque j'étais adjoint maire délégué à la sécurité, j'avais présenté devant la quasi-intégralité des élus de la majorité plusieurs propositions pour dynamiser notre police municipale. Parmi celles-ci, j'avais émis le souhait de pouvoir faire monter considérablement les effectifs pour monter à 25 policiers municipaux avant fin 2024, un nombre plus en phase avec le nombre d'habitants de notre ville. Aujourd'hui, il y a 17 policiers municipaux au tableau des emplois, mais je pense que nous sommes plutôt autour de la grosse dizaine de policiers en effectif réel. J'avais également proposé le déploiement d'un nouveau plan ambitieux de caméras de surveillance avec la mise en place de 33 nouvelles caméras pour arriver à un total de 50, ainsi que la création d'un centre de supervision urbain opéré par des agents assermentés pour exploiter tout le potentiel de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, si rien n'a changé par rapport à 2022, nous sommes en train de finaliser les études pour l'installation de 8 nouvelles caméras, ce qui ferait monter le nombre d'unités à 25, et ma proposition de centre de supervision a été rejetée et est restée lettre morte. Je ne souhaite pas polémiquer en collant à l'actualité douloureuse des émeutes urbaines que nous vivons actuellement. Mais force est de constater que nous évoluons dans une société toujours plus violente qui nécessiterait que vous révisiez votre jugement en renforçant la sécurité dans nos quartiers. Nous voterons donc bien entendu pour cette délibération, mais nous réitérons une fois de plus notre demande à savoir que vous preniez enfin les mesures de ce qui doit être fait dans notre ville sans vous retrancher, comme vous savez si bien le faire. D'ailleurs, votre critique contre l'État, le gouvernement, puis d'autres encore, en pointant du doigt la police nationale. Il faut cesser ce dogmatisme, monsieur le maire, et regarder ce qui se fait ailleurs. Vos collègues maires ont bien compris. Dans les villes alentours, ils mettent des moyens considérables pour assurer la sécurité de leurs habitants. Je vous remercie. Ok, et les résultats dans les communes voisines sont concluants? Les résultats, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité plus élevé quand vous voyez il y a un sentiment de sécurité des brigades tourner. Ouais, si c'est qu'un sentiment, alors ça ne sert pas à grand-chose. J'ai dit à l'introduction tout à l'heure, Conflans a été relativement préservé par les phénomènes de ces derniers jours. On a une ville à côté, Herblay, qui a beaucoup plus de policiers municipaux, beaucoup plus de caméras, qui a un maire qui coordonne pendant 3 jours, pendant 3 nuits consécutives les opérations de police municipale, si j'ai mal vu sur les réseaux sociaux, et qui a eu beaucoup plus d'incivilité, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de dommages. Donc à un moment, effectivement, on peut toujours mettre beaucoup plus de moyens, mais en réalité, la réalité c'est que finalement on s'aperçoit que dans des communes voisines qui a priori ont plus de moyens que les nôtres, ont finalement subi plus d'incivilité, plus d'actes de délinquance que les nôtres. Je pense que la sécurité, ça ne s'arrête pas uniquement à des moyens de police, ça ne s'arrête pas uniquement aux moyens de vidéoprotection, ça ne s'arrête pas non plus uniquement à la prévention spécialisée dont on a parlé tout à l'heure. La particularité de Conflans, pourquoi ça se passe un peu mieux qu'ailleurs. Le maire de Chatou me demandait comment ça se fait que ça se passe bien. Et là, je dois rendre hommage quand même à mes prédécesseurs. Moi, je pense que ça se passe bien parce que
dans la ville qui fait qu'il y a une relative bonne répartition des logements sociaux à proximité de logements en accession. Vous savez, j'ai habité plusieurs fois, j'ai déménagé à multiples reprises à Conflans. Je marchais en 10 minutes dans un quartier avec des logements sociaux. Et je pense que c'est une force, Conflans-Sainte-Honorine. Je pense que c'est une force qu'il faut préserver. Et encore une fois, les maires successifs, Michel Rocard, Jean-Paul Luchon, Philippe Esnol, ont bien compris et ont continué d'assurer cet urbanisme cohérent qui permet aujourd'hui de bénéficier d'une tranquillité relative à Conflans-Sainte-Honorine. J'étais encore ce midi avec un barbecue dans le quartier Paul Brun. Il y a eu quelques incidents mineurs, mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans d'autres villes, Herblay, Les Mureaux, Verlet également, qui pourtant est plutôt réputée pour sa tranquillité. Pontoise, j'aurais pu citer Pontoise, dont la mère a été attaquée dans sa voiture. Donc je pense que c'est une erreur, mais c'est une erreur de limiter votre intervention à cette politique qui consiste à mettre toujours plus de vidéos, plus d'effectifs. Je ne dis pas que c'est inutile, c'est nécessaire, mais chaque moyen se complète les uns avec les autres et ce serait à mon sens une mauvaise interprétation que de penser que cette seule police municipale doit tout régler. J'ajoute aussi que nous avons encore la chance, c'est une des rares communes des Yvelines, d'avoir un commissariat de police nationale. À mon sens, c'est une force. On a quand même au moins une proximité d'intervention, même si effectivement, encore une fois, les événements de ces derniers jours font qu'ils étaient plus présents dans d'autres communes de la circonscription que dans la nôtre. Sur le fond, et pour revenir à cette délibération et à votre intervention sur les effectifs, aujourd'hui, donc on a 17 agents de police avec 6 ASVP et 11 policiers municipaux. Nous sommes plutôt dans une phase de recrutement puisqu'il y a 3 entretiens là qui sont menés, un qui est passé, 2 à venir en ce début du mois de juillet, et donc si ces entretiens sont concluants, les agents sont recrutés. Bon, on va dire que ce soit concluant puisque ça dépend évidemment de la qualité des candidats. Allez-y. Si vous m'autorisez à répondre très rapidement, je vais préciser mes propos quand je parlais de sentiment de sécurité. Je parle de sentiment de vivre ensemble qui est quand même qui est mis à rude épreuve à Conflans. Je confirme ce que vous dites sur l'urbanisme qui effectivement joue en la faveur de Conflans et a évité certains drames en comparaison avec d'autres villes, mais je maintiens que la qualité de vie au quotidien s'est dégradée à Conflans. Moi, je suis arrivé, puisque vous parlez de votre vie, je parlais de la mienne. Moi, je suis arrivé à Conflans en 2008, je suis vinois de naissance. Je suis arrivé à Conflans pour son cadre de vie. Je suis persuadé qu'un grand nombre de néo-conflanais qui sont arrivés ces 15-20 dernières années étaient arrivés à Conflans pour les mêmes raisons que moi. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions quand je vois qu'il y a très très peu de rondes de police municipale dans Conflans, il y a beaucoup de cambriolage, il y a beaucoup de dégradation, d'incivilité légère à moyenne. Et la police municipale, c'est le bon niveau d'intervention pour pouvoir limiter ces incivilités légères à moyenne. C'est tout ce que je dis. Et je ne dis pas que la police municipale doit se substituer à la police nationale. Je vous confirme que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la police nationale fait des réquisitions sur les vidéosurveillances à disposition de la ville pour pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement sur les choses les plus graves, les délits les plus graves. Je ne dis pas autre chose. Alors, des rondes de police municipale, il y en a. Je peux vous affirmer qu'il y a eu une intervention assez musclée récemment rue du Maréchal Ney. Parce qu'il y avait je crois qu'il y avait des personnes qui faisaient de la réparation automobile illicite et non autorisée. À l'occasion duquel on a quand même des agents qui ont été frappés, le chien aussi d'ailleurs. Bref. Donc des rondes, il y en a. Est-ce qu'on aimerait en faire plus? Oui, on aimerait en faire plus. Simplement, on parlait des effectifs. Et ces 3 entretiens, ou du moins si les candidats sont retenus, devraient nous permettre d'avoir une deuxième brigade de nuit et donc de pouvoir compléter le dispositif actuel. Merci pour vos interventions. On passe au vote sur la délibération numéro 6. Qui est contre? Une voix contre. Qui s'abstient? Qui est pour? 38 voix pour. Nous poursuivons la délibération numéro 7, cette fois-ci en matière de commande publique sur la gestion et exploitation des marchés forains. Je vais laisser la parole à Charles Prévost, agent en charge de la commande publique, sur la présentation de cette délibération. Merci, M. le maire. Depuis 2014, la ville de Conflans Et pas 550.
de concession de services publics la gestion et l'exploitation de ces 3 marchés forains. En prévision de l'arrivée prochaine du terme de la concession, la Commission consultative des services publics locaux a été consultée afin de rendre un avis quant au futur choix du mode de gestion retenu pour les marchés forains. Au regard des éléments présentés dans le rapport joint en annexe, la CCSPL a approuvé le choix d'un mode de gestion délégué sous la forme d'une concession de services publics et je vous propose d'en faire de même. Je vous remercie. Merci, félicité Satou. Je vais intervenir sur cette délibération. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Cette délibération pose les bases du modèle de concession de la ville que la ville souhaite mettre en place en 2024. À l'issue donc du contrat actuel de délégation de services publics, nous avons pris connaissance du rapport sur les différents choix de mode de gestion proposés et nous remercions bien entendu les services pour ce travail de qualité. Cependant, à moins de 10 mois de la fin du contrat, nous sommes assez surpris de n'avoir eu, à notre connaissance, aucun indicateur de performance. Donc de la concession avec les prestataires actuels. Mais nous sommes des élus de terrain, nous avons donc fait notre petit audit et au fil de nos discussions avec les forains, avec la population qui se rend sur nos marchés, nous arrivons à une conclusion sans appel, à savoir nos marchés sont moins bien garnis qu'avant et bien sûr il y a de moins en moins d'affluence de nos clients habituels. Il ressort également qu'il y a un manque d'animation qui serait les bienvenus bien entendu pour donner un coup de boost à nos marchés. Nous voterons bien sûr pour cette délibération qui est d'ordre procédural, mais nous partageons avec vous notre inquiétude sur la vitalité de nos marchés et nous demandons donc d'agir pour leur donner un peu plus de vitalité et un nouvel élan. Je vous remercie. Merci Mme Satou. Monsieur Garcia. Merci. Donc par rapport à cette délibération, vous proposez de repartir pour 5 ans en délégation de services publics pour les marchés forains, puisque l'échéance du contrat de délégation actuel sera le 30 avril 2024, donc on partirait jusqu'en 2029. Alors le problème aujourd'hui, il a été énoncé par Mme Satou juste avant, c'est le manque de fréquentation. On peut attribuer à la fois à un déficit d'animation potentiel, aussi au fait que bon nombre d'habitants n'ont plus les moyens de se rendre au marché, ou perçoivent qu'ils n'ont plus les moyens d'y aller. Ça semble pourtant être essentiel de revitaliser les marchés pour l'animation de notre ville et sa vie commerciale. Le rapport qui est présenté a un certain attrait informatif et nous tenons compte des échanges qui ont lieu en commission consultative des services publics. Mais il est évidemment ce rapport à charge contre la régie et en faveur du statu quo avec la délégation de services publics. Par exemple, page 11, le listing des arguments. On peut voir que les arguments favorables à une concession sont dupliqués pour faire croire qu'ils sont plus nombreux que les arguments contre. Recrutement, expertise, on retrouve ça sur plusieurs bullet points. C'est une manière de présenter les choses qui est assez orientée. Vu les difficultés actuelles, nous sommes favorables à avoir un peu plus d'audace et à changer le modèle. Nous sommes favorables à une gestion en régie. Alors personnalisée, autonomie financière, ça peut être discuté, mais ça permettrait potentiellement de mieux mettre en valeur ces marchés, d'être plus près des besoins des habitants, faire de l'événementiel et potentiellement avoir une action sur l'offre et sur les prix proposés. Nous voterons donc contre cette délibération dans l'idée d'essayer de changer une recette qui a des failles actuellement. Merci M. Garcia. Charles, tu veux peut-être apporter l'écoute de mon réponse. Oui, alors peut-être sur les questions de forme et de procédure. Premièrement, sur les indicateurs de performance que vous déplorez ne pas avoir, Mme Satou, on vote chaque année sur le rapport annuel de la Commission consultative des services publics locaux en ce présent Conseil, et le rapport annuel qui contient tous ces éléments de performance, et notamment sur les degrés de fréquentation des marchés,
et voté également en commission consultative des services publics locaux, dans lequel siège un membre de votre groupe qui, certes, il est vrai, ne vient que très peu, voire pas du tout. Peut-être juste sur la régie, Madame Josse, qui était en commission consultative des services publics locaux, avait voté pour le mode de la concession, donc peut-être que les éléments qui avaient été donnés à l'occasion de cette commission l'avaient convaincu, chose qu'on n'a pas su faire ce soir. Mais peut-être juste donner un élément, c'est que dynamiser un marché, travailler à faire venir des commerçants, c'est un métier qui est compliqué, qui suppose aussi de travailler en réseau avec d'autres marchés et j'ai envie de dire, en voyant géographiquement le bassin des marchés dans son ensemble, donc des îles, de région parisienne. Et ça, ce sont des compétences que nous, on n'a pas en interne, que l'on a par contre avec un délégataire dont c'est le métier, qui sait comment fonctionnent les marchés, qui suit la manière dont fonctionnent les marchés au quotidien sur la région Île-de-France, les difficultés que représente également la dynamisation du marché, Josiane, c'est pas simple, donc on retrouve ces difficultés ailleurs, et ça c'est quelque chose que l'on a du mal à faire en régie et qu'un délégataire sait mieux faire, avec l'idée aussi que si on a un placier au niveau de la commune qui pourrait par exemple travailler sur les trois marchés, si on se retrouve face à un arrêt maladie ou face à une indisponibilité de ce placier, on va avoir de grandes difficultés à le remplacer et le service public va se retrouver face à des complications. Avec le mode de gestion en concession, qui n'est pas parfait, je peux me joindre à vous sur ce point, on se retrouve malgré tout à avoir une certaine flexibilité et à avoir une adaptabilité plus importante, notamment face à d'éventuelles soit maladies, soit nécessité de remplacement temporaire. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous font pencher pour la concession, non pas pour dogmatisme, mais plutôt par réalisme et par pragmatisme. Merci Charles pour ces éléments. Moi j'ajoute que je partage votre ambition à chacun des groupes d'avoir une meilleure affluence au marché et je partage vraiment pleinement cet objectif. Simplement les animations, on ne peut pas dire qu'il y en a pas assez. Rien que ces dernières semaines, on a eu au moins la fête des mères, Pâques de mémoire. Et j'ai pas forcément eu le sentiment qu'il y avait plus de fréquentation du fait de ces animations. Moi d'ailleurs je ne me souvenais pas des animations, pour vous dire, je les ai découvertes sur place. Donc il y a ça, et surtout je pense que malheureusement tout ça, alors M. Garcia a mentionné juste titre la baisse du pouvoir d'achat qui est réel ces derniers temps. On peut aussi ajouter une modification des modes de consommation depuis maintenant plusieurs années. Félicité. Oui, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je pense que pour des besoins de transparence, il aurait fallu peut-être mettre justement ces indicateurs de performance en annexe. Merci. Donc c'est fait pour les autres délibérations. La transparence, je peux me permettre, il y a un rapport annuel qui a été voté en séance et qui est à votre disposition. Je ne me rappelle plus lors de quelle séance on a voté. Peut-être l'importance de rappeler. Mais n'hésitez pas à la solliciter pour préparer cette séance. Merci. Je propose de passer au vote de cette délibération numéro 7, donc sur la gestion et exploitation des marchés forains. Qui est contre? 6 voix contre, qui s'abstient? Qui est pour? Ah non, Madame Josse, donc ça fait 5 voix contre, et pardon, corrigé. 5 voix contre et 34 voix pour. Nous passons à la délibération numéro 8 sur la commande publique, qui est la convention de groupement de commande entre la ville de Conflans, le CCS et le Théâtre Cinéma. Je donne la parole à Charles Prélo pour cette délibération. Oui, merci Monsieur le maire. La convention de groupement de commande entre la ville de Conflans, le CCAS et le théâtre, arrivant à échéance fin octobre 2023, il vous est proposé d'en signer une nouvelle afin de permettre de mutualiser les achats entre ces différentes collectivités, ainsi réaliser des économies. Merci Charles, pas de demande d'intervention, passons donc au vote. Une seule délibération numéro 8, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Merci à tous, nous passons au vœu et questions oraires, commençant par un vœu du groupe ici, Conflans. Monsieur Garcia.
Parce que nous vivons, travaillons, sortons, mangeons, dormons ici, la ville de Conflans-Sainte-Honorine a une influence importante sur les conditions d'existence de ses citoyennes et citoyens. Comme toutes les collectivités territoriales, elle a donc un rôle clé à jouer pour réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, créée en 1951 par Jacques Chaban-Delmas et Gaston Defferre, entre autres, est à l'origine de l'établissement en 2006 d'une charte européenne pour l'égalité des femmes et hommes dans la vie locale. Composée de 30 articles, cette charte vise l'ensemble des fonctions d'une collectivité, notamment en tant qu'employeur, donneur d'ordre, aménageur, prestataire de services publics. Ces principes sont les suivants. Une représentation équilibrée des femmes et hommes dans tous les domaines décisionnels, l'élimination de toute discrimination et stéréotypes sexuels, et intégration d'une analyse liée au genre dans l'ensemble des volets de l'action publique. Par exemple, on peut savoir que 60% des voyageurs dans les transports publics sont des femmes. Avoir ce chiffre en tête est important pour la conception de l'offre de transport, sa desserte, les horaires, les conditions de transfert, de sécurité, d'éclairage. Une fois la charte signée, la collectivité doit rédiger un plan d'action pour l'égalité qui fixe les actions et ressources nécessaires à sa réalisation et rendre compte de la mise en œuvre de ce plan. Concrètement, il s'agit par exemple, entre autres, c'est un inventaire à la Prévert, d'encourager les femmes à s'inscrire sur la liste électorale ou à répondre aux consultations publiques, s'engager dans la vie locale, de repenser le budget municipal et ses affectations de ressources à l'aune de l'égalité femmes-hommes, de lancer des campagnes contre les violences, préjugés et pour l'accès à des métiers au rôle non conventionnel, de s'assurer du respect des principes d'égalité femmes-hommes par les sous-traitants bénéficiaires du marché public, ou encore de traiter les besoins spécifiques des immigrés et des sans-abri des deux sexes. Plus de 2000 collectivités ont signé cette charte en Europe, dont 320 françaises, parmi lesquelles Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand, Brest, et plus proche de nous le département du Val d'Oise, la région d'Île-de-France, Cergy, Aubonne et Poissy. Nous proposons donc, sous forme de vœu du conseil municipal, que la ville de Conflans-Sainte-Honorine signe la charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et établisse un plan d'action pour devenir une commune exemplaire en matière d'égalité femmes-hommes dans toute leur diversité dans la vie locale. Merci M. Garcia. Comme vous, et comme je pense l'ensemble des élus siégeant toute cette table, je suis bien évidemment favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur le fond, donc, je suis tout à fait à l'aise avec la raison d'être de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes, qui date, je le rappelle, de 2006, qui remonte quand même maintenant à quelques années. Comme vous le savez, les collectivités locales sont déjà soumises à de nombreuses obligations favorisant le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous rappelle, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit l'obligation pour les collectivités et les EPCI, intercommunalités, de plus de 20 000 habitants de constituer un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est soumis à l'examen de cette assemblée tous les ans et vous l'aurez constaté, nous sommes exemplaires en la matière en tant qu'employeurs, notamment en matière d'égalité de rémunération, de promotion et de parité dans les équipes de direction et d'encadrement supérieur. Je peux citer également la loi du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique qui a renforcé les obligations des communes, des collectivités territoriales en matière d'égalité femmes-hommes en imposant un plan d'action pluriannuel et la création d'un dispositif de recueil des signalements des agents qui estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral sexuel, d'agissement sexiste. Ce dispositif existe et les agents en ont eu connaissance. J'espère que vous n'avez pas non plus oublié que lors du conseil municipal du 23 janvier dernier, je me suis déjà engagé à étudier de près la possibilité d'obtenir le label égalité de l'AFNOR. C'était, je pense, une intervention de M. Prats. Et le travail est en cours et d'ailleurs été initié par les services de la ville. Notre municipalité se montre attentive au respect de ces normes et surtout à l'application concrète de ces principes. Aussi, la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes ne semble rien apporter de plus aux dispositions législatives existantes. L'enjeu pour notre vie n'est pas de voter un énième document de bonnes intentions, mais bien d'imaginer de nouvelles actions permettant de lutter contre la discrimination. De ce point de vue, toutes les propositions sont les bienvenues. Je vous propose donc de ne pas voter ce vœu et de nous concentrer sur les actions en cours et celles à venir dans le cadre du label égalité de l'AFNOR comme mentionné à l'instant. Si je peux me permettre, merci pour ces éléments de réponse. Vous avez donné une réponse qui est actualisée sur certains points, mais parcellaire ou globale. Ce qu'impose la charte, par exemple, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir sur tous les aspects de la charte qui sont bien plus
développé et bien plus large que certains des textes que vous avez cités, même sur le plan d'action pluriannuel de la loi du 6 août 2019. Donc, si des collectivités continuent à signer cette charte actuellement, c'est bien qu'il y a un différentiel avec le droit existant. Donc, voilà ce qui justifie notre opposition pour la signature de cette charte. Merci M. Garcia. On passe au vote. Qui est contre? 23 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est pour? M. James, vous avez voté quoi, pardon? Vous avez voté contre. 24 voix contre, et donc ça fait 15 voix pour. C'est donc rejeté. Monsieur Litière, pour le groupe Ensemble pour Conflans, sur votre dossier, je ne sais pas si c'était vous qui étiez le rapporteur. Merci, monsieur le maire. En ce début de mois de juillet, de nombreuses familles conflanaises se préparent à partir en vacances. Malheureusement, comme tous les ans, certains enfants et adolescents n'auront pas cette chance. Nous savons que les fêtes d'été qui se déroulent dans plusieurs quartiers de notre ville permettent à de nombreux jeunes conflanais de s'occuper pendant les vacances d'été. Cependant, je souhaiterais vous soumettre une idée qui pourrait bénéficier à nos enfants et favoriser leur développement personnel. Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de remettre à l'ordre du jour les séjours de vacances? Ce que l'on appelle communément les colonies de vacances sont bien plus que de simples moments de divertissement estival. Elles offrent une multitude de bénéfices qui méritent d'être mis en avant. Les colos permettent aux enfants de s'éloigner de leur quotidien, de se déconnecter des écrans et de vivre des expériences enrichissantes en pleine nature. Elles offrent également un cadre propice à la socialisation, où les enfants peuvent se faire de nouveaux amis, développer leur autonomie et apprendre à vivre en collectivité. De plus, notre groupe est convaincu que nous pourrions créer des colonies de vacances en version écologique, mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et l'éducation à l'écologie. Nos régions s'y prêtent parfaitement en permettant des activités telles que des randonnées en pleine nature, des ateliers de jardinage, des visites de sites écologiques locaux et des séances d'éducation sur la protection de notre écosystème. En proposant ces colonies de vacances, nous offririons aux enfants de notre commune une expérience unique. Qu'il s'agisse d'activités sportives, artistiques, culturelles ou en lien avec la nature, les enfants ont l'occasion d'élargir leurs compétences et acquérir de nouvelles connaissances. Mieux encore, une France-Saint-Honorine aurait pu souscrire au dispositif des colos apprenantes par un processus de labellisation auprès de l'État. En effet, les publics cibles ne concernent pas seulement les enfants domiciliés en quartier prioritaire de la ville et en zone de revitalisation rurale, mais aussi les mineurs dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 500 €. Notre groupe émet donc ce soir le vœu que soit rétablie l'organisation des colonies de vacances pour les familles conflanaises. Cela pourrait apporter une réelle plus-value sociale à notre commune et permettre à nos enfants de vivre des moments estivaux inoubliables. Je vous remercie par avance de l'attention que vous y porterez. Merci, la parole est à Jeanne Simon pour la réponse. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Je vous remercie pour cette proposition de vœux. En effet, la municipalité est très soucieuse de proposer à nos enfants et à nos jeunes des activités de qualité sur le temps périscolaire et extrascolaire. Nous portons une ambition forte en la matière et permettez-moi ici de détailler les actions mises en place. Chaque été, les centres de loisirs organisent des sorties pour permettre aux enfants de découvrir d'autres univers. Donc en avant-première, pour l'été 2023, ce sont 33 sorties de programmées, telles que le parc Saint-Paul, l'île de loisirs de Cergy, le parc des femmes savantes, le parc aux félins, la cité des sciences, visite de la ferme de Gailly, etc. Et malgré l'inflation et l'augmentation du coût des cartes, j'ai souhaité maintenir la même offre de sortie sans augmenter la participation des familles dont les tarifs sont gelés depuis 2015 pour une journée de centre de loisirs. Et ils resteront gelés. Par ailleurs, le CCAS propose une aide de 750 € aux familles sur critères de ressources que vous invoquez, maximum de 7 500 € par fiscal pour leur permettre de partir en vacances. Vous évoquez dans ce vœu la décision de la ville de ne plus financer directement l'organisation de colonies de vacances. Je me permets de rappeler à cette assemblée que la situation financière à cette époque était tout simplement désastreuse et que la commune était en quasi-cessation de paiement. Nous avons fait le choix, et nous l'assumons, de restreindre certaines dépenses, dont les mini-séjours et les colonies de vacances qui représentaient sur base des données 2015 un montant annuel de 114 000 €. Je précise qu'une partie de ces économies ont été réaffectées dans le dispositif volontaire qui permet d'octroyer une aide financière aux jeunes qui passent leur BAFA ou leur permis.
Par ailleurs, comme vous le savez, une partie importante des actions en faveur des jeunes est réalisée par les MJC, que la ville soutient très largement grâce à une subvention annuelle de 487 000 € et une mise à disposition gratuite des locaux. Grâce au soutien de la ville, la MJC organise l'été des sorties familiales. Il y en a 3 de prévues, ne serait-ce qu'entre le 10 et le 28 juillet, Zoo de Beauval, sortie à la mer. Et d'autres sorties sont également proposées à destination des enfants et jeunes de 8 à 17 ans, donc des sorties complémentaires, à titre d'exemple, des balades en bateau-mouche, des visites nocturnes du musée de Louvre, visite du Stade de France, etc. Et enfin, je rajoute que le Secours populaire de Conflans proposera aussi une sortie à la mer durant l'été. Donc, chers collègues, comme vous le constatez, vous-même, les propositions de sortie l'été sont nombreuses et accessibles. Je rappelle en plus le bouclier tarifaire mis en place par la ville, qu'elle soit portée directement par la ville ou par des partenaires associatifs soutenus par la ville. Donc sans remettre en cause le principe même des colonies de vacances ou dispositif des colos apprenantes, et vu des propositions de séjour déjà existants sur le territoire, je vous propose de voter contre ce prix. Merci. Merci Josiane. On passe au vote. Qui est contre? Enfin, en tout cas, 4 voix contre. Qui s'abstient? Qui est pour? 15 voix pour. Le vote donc rejeté. Nous passons aux questions orales en commençant par le groupe ici, Conflans, avec une question sur la récupération des eaux de pluie. Madame Guillaume. On fera le lien, juste, je précise, avec une autre question qui porte sur le même sujet, sur l'eau, avec le groupe ici, Conflans, enfin, une réponse commune pour meilleure cohérence que le sujet est le même. À notre surprise générale, vos services ont découvert il y a peu une cuve de récupération d'eau de pluie d'une capacité de 15 000 litres sous un bâtiment de la zone du Bureau Nouveau, rempli à près d'un quart de ses capacités. Dans un contexte alarmant, quant au niveau bas de très nombreuses nappes phréatiques, les pénuries d'eau risquent de devenir notre quotidien, conjuguées sans aucun doute à une hausse des prix non moins conséquente. Chaque municipalité doit prendre ce sujet très au sérieux et faire de l'eau et de sa gestion une de ses principales priorités. Nous aimerions connaître, Monsieur le maire, les projets en cours et à venir et plus largement votre politique de l'eau pour les années futures. Merci. Merci Madame Guillaume. Pour le groupe ici Conflans, qui a une question de la même nature sur l'eau. Ensemble Conflans, pardon. Patricia, on est guest. Monsieur le maire, notre groupe souhaite attirer votre attention sur le gaspillage de l'eau engendré par les 2 fontaines en fonctionnement dans le parc du Prieuré. Ces 2 fontaines ont un débit très important. À chaque utilisation, une quantité excessive d'eau propre à la consommation se déverse, bien au-delà des besoins. Il est à noter que l'une d'elles n'étant pas toujours bien réglée, l'eau de cette fontaine s'écoule parfois en continu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce gaspillage d'eau a des effets désastreux sur notre environnement. Compte tenu de l'appauvrissement des nappes phréatiques, nous devons adopter un comportement responsable afin de préserver nos ressources naturelles. De plus, ce gaspillage induit un surcoût inutile pour la ville de Conflans. Le remplacement du système actuel de pompe par des robinets poussoirs, par exemple, pourrait réduire nettement la facture et les pertes en eau. Une action pédagogique pourrait être envisagée pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver nos ressources naturelles. Pourriez-vous, Monsieur le maire, mettre en place des mesures concrètes pour mettre fin au gaspillage de l'eau dans notre parc du Prieuré? Merci. Merci pour votre question. J'ai laissé la parole à mon agent d'environnement, Charles Prélo, pour apporter les éléments de réponse. Merci, Monsieur le maire. Vous avez donc bien pu attirer notre attention sur la gestion de la ressource en eau et demander un détail des projets en cours et à venir à Conflans. Comme vous l'indiquez, le centre technique municipal installé dans la zone artisanale zone d'activité du Renouveau dispose d'une cuve de récupération des eaux de pluie sous son bâtiment d'une capacité d'environ 15 000 litres qui a été équipée récemment afin d'être utilisée par le centre technique municipal environnement de la ville pour l'arrosage des espaces verts. Ce dispositif nouveau va permettre de réduire de manière importante la consommation d'eau de la ville au niveau du réseau public d'eau potable. La ville étant attentive à préserver la ressource en eau, a mis en place dans les aménagements des espaces verts des systèmes d'arrosage automatique qui permettent d'arroser avec la juste quantité nécessaire et sur des périodes propices à l'absorption, c'est-à-dire pendant la nuit. Et elle continuera de le faire lors de projets de réaménagement ou de création des espaces verts. Cela pourra être le cas et cela sera le cas dans le cadre
du projet commun Ville-GPSO de réaménagement de la rue Maurice Berthaud. Par ailleurs, les végétaux plantés nécessitant un arrosage minimum, le service cadre de vie réalise une réflexion systématique sur les espèces de végétaux qui sont mises en place lors des plantations, avec l'utilisation par exemple d'essences méditerranéennes ou d'essences avec des besoins en eau réduits. Cette mesure sera mise en place à l'automne dans un projet de plantation jouxtant la rue des Trois Frères Lambert et également lors de l'embellissement encore de la rue Maurice Berthaud. Cette démarche démontre le dynamisme de la municipalité engagée sur la question environnementale et l'importance d'une bonne gestion de l'eau face au changement climatique et aux plus fréquentes canicules. J'en profite pour rappeler qu'actuellement le niveau des nappes phréatiques est préoccupant et qu'un arrêt préfectoral du 22 juin 2023, très récent, place la ville en situation de vigilance, comme c'était le cas déjà l'année dernière. En complément de ces actions de rationalisation de la consommation en eau, la ville porte une ambition de meilleure gestion des eaux pluviales en procédant à la désimperméabilisation lors des travaux d'aménagement sur l'espace public. Ce fut le cas récemment lors de l'agrandissement du parking rue Maurice Berthaud. Les places de stationnement ont fait l'objet d'une désimperméabilisation et d'une gestion des eaux des surfaces perméables par infiltration soit en bassin, soit en houe, au pied des arbres. La totalité des eaux pluviales reste donc sur place et n'est plus renvoyée dans le réseau. La démarche fut encore plus poussée lors des travaux d'aménagement du site sportif Fichot, ce qui a permis à la ville de bénéficier d'un financement de l'agence de l'eau de 350 000 €. 25 000 m² de terrain sont désormais traités en infiltration d'eau à la parcelle, sans rejet au réseau, par des noues paysagères de plus de 600 m². Par ailleurs, la surface totalement désimperméabilisée dans quelques projets par rapport à la situation antérieure a augmenté de 2882 m², dont 814 en pleine terre. Je termine en faisant état d'un nouveau projet à venir, puisque la ville travaille à la réalisation d'une cour oasis à l'école maternelle Longchemin, permettant une déconnexion totale des réseaux d'assainissement et donc la filtration de toutes les eaux avec une désimperméabilisation d'une grande partie des sols. Je profite également de cette question pour répondre à une question de Mme Rodriguez concernant les fontaines du parc Romagny. Nous avons saisi notre prestataire, la CEFO, qui va procéder très prochainement à une nouvelle vérification des fontaines en question. Ils interviennent ponctuellement et de manière régulière en raison d'une mauvaise utilisation par les usagers. De petites fuites se créent lorsque le mécanisme, le volant, est actionné dans le mauvais sens. L'affichage sur site, déjà présent, va être amélioré pour sensibiliser les Conflannais à la préservation de la ressource en eau et à la bonne utilisation des fontaines. Je vous remercie. Merci Charles. Une question suivante du groupe ici Conflans sur le passage par le souterrain SNCF. Monsieur Garcia. Merci. Le changement climatique nous invite à explorer toutes les voies pour diminuer l'empreinte carbone de nos déplacements. À Conflans, ville étendue, parfois pentue et aux voies étroites, la voiture est encore reine pour les trajets quotidiens de nombreux habitants. Ne parlons pas ici d'insuffisance du réseau cyclable de Conflannais, même si c'est un vrai sujet, mais des entraves posées au plus écologique des moyens de locomotion, qui est la marche, en l'occurrence, d'un côté à l'autre de la gare de Conflans-Centre. Jusque dans les années 90, une passerelle appartenant à la ville et à la SNCF permettait de passer librement à vélo ou à pied au-dessus des voies. Après sa destruction, la SNCF a permis aux Conflannais de passer librement par le souterrain dont elle est propriétaire. Cependant, en 2005, la SNCF a mis en place des sas à l'entrée et à la sortie du souterrain pour limiter les risques de fraude au transport. Ceci a eu pour effet de priver les Conflannais d'un passage qu'ils empruntaient parfois quotidiennement. Au départ, la mairie de Conflans a promis que les Conflannais qui en feraient la demande pourraient disposer de contre-marques, ultérieurement appelées cartes ville à ville, pour passer les sas. Mais très vite, les conditions se sont resserrées. D'après le site de la mairie, une convention signée entre la SNCF et la ville depuis 2012 permet aux riverains de la gare et aux personnes âgées à mobilité réduite de bénéficier d'un passage sous la gare sans titre de transport. Il est précisé en outre qu'un pass est délivré par la SNCF aux personnes qui résident dans un périmètre défini, effectivement indiqué sur le site de la ville. Au vu de ce texte, il n'est pas clair l'enchaînement de ces deux phrases. Si les personnes âgées et à mobilité réduite doivent également satisfaire aux critères de résidence dans le rectangle qui a été délimité sur le site pour pouvoir passer sous la gare, ou si ce droit est potentiellement ouvert aux seniors et personnes à mobilité réduite sans restriction d'adresse à l'entrée.
Donc notre première question serait donc technique, clarifier les critères d'octroi actuels du droit de passage, car ce n'est pas d'une clarté totale sur le site. Au-delà des règles actuelles, comme indiqué précédemment, il y a aussi une question plus large, qui est de réfléchir aux incitations que crée l'impossibilité de passer gratuitement pour la grande majorité des conflanais, notamment ceux qui sont situés juste en dehors du périmètre fixé par la mairie, forcément un peu arbitraire. Par exemple, l'habitant du 13 bis sur le pied plus a le droit de traverser, mais pas son voisin du 15. Pour éviter un énorme détour à pied sur un terrain fort dénivelé entre Coutisson et Romagné, les citoyens concernés, qui ne sont pas les heureux élus du rectangle, seront malheureusement tentés de préférer la voiture. Nous estimons que dans le contexte actuel, toute incitation artificielle et évitable à utiliser la voiture est un contresens écologique. Rétablir la circulation libre dans le souterrain contribuera également au dynamisme de la ville, qui ne se retrouve plus coupée en deux par ce non-passage, par une meilleure connexion entre les deux pôles, Romagné et Berthaud. Il serait donc pertinent de rouvrir la discussion avec la SNCF autour de la convention existante, qui date quand même d'il y a 11 ans, pour favoriser un plus large droit de passage. Plus largement, l'ensemble des options pourraient être explorées. On va reconstruire une passerelle, pourquoi pas déplacer les sas. Les possibles, ce sont nous qui les définissons. Pourriez-vous envisager donc une nouvelle discussion en ce sens avec notre partenaire, la SNCF? Merci M. Garcia de la Jacques aussi, délégué au transport pour la réponse. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette question. Comme vous l'indiquez, le passage souterrain permettant de relier les deux côtés de la gare appartient à la SNCF et est sécurisé. Depuis 2008, un système de contre-marque, des passes, a été mis en place par la SNCF pour permettre aux piétons de traverser le souterrain. Ces passes sont délivrées gratuitement aux personnes qui ne sont pas munies de titres de transport, puisque les titres de transport peuvent être taxés. Je donne maintenant les éléments des critères d'attribution. Toute personne résidant dans le périmètre géographique de la gare bénéficie du droit de passe, sans aucune autre condition, âge, mobilité, etc. Ces personnes en font la demande directement auprès du guichet de la SNCF. Pour les personnes ne résidant pas dans le secteur défini, elles peuvent s'adresser à la mairie pour bénéficier d'une dérogation. Le pass est alors délivré gratuitement. Les critères permettant d'accorder la dérogation sont larges. Lycéens, personnes âgées, handicapés, ayant des problèmes de santé, agents communaux, travaillant à Romagné. Monsieur Moutonneau les examine toujours avec beaucoup de bienveillance. En 2022-2023, l'ensemble des demandes a été accepté à hauteur de 89. Il nous paraît effectivement primordial de favoriser les déplacements doux, dès qu'ils sont possibles. Donc, comme vous le constatez, il est donc très aisé d'obtenir ce fameux pass, y compris pour les personnes hors périmètre. Cette démarche pourrait par contre être davantage mise en valeur dans nos supports de communication, comme le site internet. Nous y travaillons sur ce point. Merci. Merci Jacques pour cette réponse. Et sur la deuxième partie de ma question, sur la possibilité de rétablir le passage de manière générale. Non, alors là, c'est tout simplement pas possible. C'est-à-dire que ce soit toujours ouvert. Que n'importe quel piéton puisse passer par le souterrain, comme c'était le cas jusqu'ici. Encore une fois, le pass qui est assez aisé à obtenir, et tout simplement la SNCF qui ne veut pas pour des questions d'accès au transport. Et les autres options que nous pouvons avoir pour faciliter les déplacements piétons. Et étudier une nouvelle passerelle. Encore une fois, étudier une nouvelle passerelle, je pense que vu les moyens actuels de la SNCF, à mon avis, c'est pas envisagé. Enfin, je peux vous le dire d'ores et déjà sans consulter notre partenaire. Non, mais encore une fois, il suffit de faire une demande et comme indiqué par M. Dolcy, elles sont traitées avec beaucoup de bienveillance. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. La transparence dans les critères sera bienvenue parce que mais la transparence uniquement à la bienveillance. La transparence, vous l'avez eu à l'instant, M. Garcia. Bon, les critères vous ont été décrits, on ne va pas développer plus. Je suis satisfait d'avoir apporté la transparence supplémentaire sur le site. C'est parfait. Nous passons aux questions du groupe Ensemble pour Conflans et donc à la question sur le protoxyde d'azote, M. Serre. Monsieur le maire, chers collègues, nous souhaiterions vous alerter sur une préoccupation grandissante, l'usage croissant de cartouches de protoxyde d'azote par des jeunes et moins jeunes.
Ces cartouches, initialement destinées au siphon pour la Chantilly, changent désormais nos rues, trottoirs, parcs et caniveaux. Cette pratique inquiétante, consistant en la consommation d'un produit psychoactif euphorisant, ne doit pas être prise à la légère. Les conséquences sur la santé sont alarmantes, avec des vertiges, une détresse respiratoire, ainsi que des séquelles neurologiques et cardiaques qui ont déjà entraîné en France la mort de plusieurs personnes. Il est d'autant plus préoccupant que ce produit est facilement accessible à un prix dérisoire, favorisant ainsi l'addiction chez les jeunes. Aussi, les conséquences sanitaires sont à la fois préoccupantes et alarmantes. Il est donc de notre responsabilité collective de faire face à ce fléau et de protéger la santé et le bien-être de nos concitoyens. De plus, la gestion de ces cartouches n'est pas compatible avec nos déchetteries communales, du fait de sa dangerosité. Ce produit codifié 7160504 demande une attention particulière et doit être géré par une filière adaptée. Monsieur le maire, nous vous demandons de prendre des mesures fermes en suivant l'exemple d'autres communes. Pourriez-vous envisager un arrêté interdisant la consommation et la vente de protoxyde d'azote aux mineurs? Nous comptons donc sur votre attention et votre engagement dans cette démarche. Merci. Merci, M. Sarr, pour cette question. Je partage complètement votre inquiétude sur l'utilisation détournée de plus en plus fréquente chez nos jeunes du protoxyde d'azote. Je rappelle que ce produit est normalement utilisé que dans un cadre médical, comme anesthésiant, mais se trouve présent dans des objets du quotidien, comme vous l'avez en effet indiqué. Et donc facilement accessible et peu onéreux pour les jeunes et les adolescents. Ainsi que vous l'avez rappelé, cet usage peut avoir des conséquences néfastes, voire très graves sur la santé des consommateurs. Il existe des risques immédiats d'asphyxie, de perte de connaissance, de brûlure par le froid expulsé, de vertige et de chute. À long terme, des troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques ou cardiaques peuvent surgir. Sur le plan national, le législateur a encadré son usage par une loi du 1er juin 2021 visant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce nouveau cadre légal interdit la vente ou la distribution du protoxyde d'azote aux mineurs. Le simple fait d'inciter un mineur à faire un usage détourné de ce produit est un délit puni de 15 000 € d'amende. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, il est extrêmement difficile de réguler les ventes qui s'effectuent en particulier par Internet. Malheureusement, la ville de Conflans-Sainte-Honorine n'est pas épargnée par ce fléau national. Fort de ce constat, j'ai signé le 5 juin dernier un arrêté interdisant la détention, l'utilisation, la cession et la revente de cartouches de gaz sur la voie publique, ainsi que dans les parcs et jardins par des personnes mineures ou majeures. La confiscation des cartouches et du matériel qui s'y rattache est désormais possible. J'ai demandé à la police municipale une grande vigilance sur ce sujet qui touche effectivement aux questions de santé publique. Des actions de prévention et de sensibilisation sont également en réflexion en lien avec les différents acteurs, éducation nationale et associations, qui œuvrent auprès des jeunes sur notre territoire. Je vous propose de passer à la troisième question du groupe Ensemble pour Conflans sur la valorisation de notre patrimoine. Monsieur Ménico. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La culture ne s'hérite pas, elle s'acquiert, disait André Malraux. Le patrimoine représente un facteur d'enrichissement personnel et un support important pour les échanges et les générations. La mise en valeur de notre patrimoine passe par le renouvellement de l'offre touristique à destination des Conflanais, des visiteurs et des croisiéristes pour rendre la capitale de la batellerie toujours plus belle et plus attractive. Rappelons que la ville a mis en place l'année dernière, dans le cadre des 39e Journées du patrimoine, un nouveau parcours touristique via un système de QR code. La mise en place d'un petit train touristique l'été en dehors des Journées du patrimoine, la réalisation d'un parcours audio-guidé de la ville à travers ses principales étapes, l'installation de panneaux explicatifs relatifs à la flore et à la faune sur l'île du Devant dans le cadre de sa prochaine ouverture, la mise en place de jeux pour les enfants et en collaboration avec l'Office du tourisme valoriserait encore plus notre patrimoine. Des traductions en anglais seront nécessaires. La ville pourrait proposer avec l'Office du tourisme une demi-journée type de visite via un forfait. Tour en petit train, montée au parc en passant par les petites rues du centre pittoresque, visite de l'église Saint-Maclou, de la Tour Montjoie et du musée de la Batellerie et découverte pour finir de l'île du Devant.
Prendrez-vous en compte, Monsieur le maire, ces éléments en vue de continuer à valoriser notre patrimoine et qu'allez-vous mettre en place? Je vous remercie. Merci, Monsieur Nico. La parole est à notre journaliste de tourisme, Sophie de Porte. Je vous remercie de cette question. Vous nous interrogez à nouveau sur le sujet du tourisme, mais je tiens quand même à vous rappeler en préambule qu'il s'agit désormais d'une compétence qui est portée en grande partie par l'intercommunalité. Pour votre information, voici ce que l'Office du tourisme propose actuellement en termes de visites guidées. Des croisières fluviales aux thématiques variées, l'Oise sauvage, croisière des peintres, batellerie et éclusage, dégustation de bières locales ou de café bleu. Des visites de groupe au musée de la batellerie week-end, la semaine, elles sont assurées par les agents du musée. Le musée de la batellerie propose tout au long de l'année des visites dites élargies, musée, terrasse, dancellier et parc du prieuré. Il faut savoir qu'en 2019, le service culturel avait proposé des visites gratuites de la vieille ville par un guide de l'Office du tourisme dans le cadre des scènes d'été. Départ de la place Fluvière, présentation de la capitale de la batellerie, tour Montjoie, église, château et parc du prieuré. La visite de juillet n'avait compté que 4 visiteurs et celle d'août n'a pas eu lieu faute de participants. Nous avons fait le choix de ne pas réitérer cette proposition qui, à l'évidence, ne rencontrait pas son public. Lors des journées du patrimoine, depuis 2 ans, nous proposons la venue d'un petit train sur la journée. Cet événement national capte un public nombreux. Toutefois, les chiffres de fréquentation du petit train restent en deçà des capacités d'accueil. 162 visiteurs en 2021, 167 en 2022, 7 départs dans la journée avec une capacité de 50 places, soit 350 places disponibles dans le train. Le petit train sillonne les quais de Seine avec une guide conférencière, car il n'est pas envisageable qu'il monte vers les monuments classés, donc tour Montjoie accessible uniquement par voie piétonne, et la montée du parc n'est pas envisageable non plus, avec les angles de rue beaucoup trop étroits pour accéder avec les wagons. On ne peut pas tourner en fin de compte. Je précise aussi que ce petit train représente un tout pour la ville, pour une journée avec 7 visites par la guide conférencière et de 2325 €, petit train à 1870 €, guide 455 €. Le coût négocié selon la fréquence sur l'été pour une visite par jour sera à minima de 1200 € par jour d'exploitation, soit 72 000 € sur 2 mois d'exploitation en juillet et en août. Au vu du peu de fréquentation attendue, c'est une dépense que la ville ne pourrait se permettre. Comme je l'ai déjà indiqué lors du précédent conseil municipal, le parcours touristique gratuit et accessible à tout moment est déjà gratuit en version anglaise et allemande, des pliants disponibles à l'ETI, et le musée est téléchargeable via le QR code de Totem. Je souhaite aussi préciser que nous élargissons l'offre touristique avec le bateau Estelle inauguré le 30 juin, une maison sur l'eau ouverte à la location pour une durée de 6 mois. Pour finir, je rejoins totalement votre demande de pouvoir mieux connaître la faune, la flore et même l'histoire de l'île du Levant. Cette dimension pédagogique et d'éducation à l'environnement est intégrée au projet que nous portons d'ouverture maîtrisée à l'île de l'Horizon 2025. Merci. Merci Sophie pour ces éléments de réponse. C'est la fin de ce conseil municipal. Merci à tous pour votre participation. Merci au service pour la préparation. Prochain conseil, lundi 25 septembre à 20h à 7h. Merci à tous. Bonne soirée et bonnes vacances.